Bienvenue dans ma chambre. Oui, enfin c'est bon, tu l'as fait déjà une fois dans la vidéo précédente, ne le refais pas une nouvelle fois. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la thématique des constructions écologiques, donc la deuxième vidéo à la suite des enjeux écologiques du béton, et notamment sur la surexploitation de ressources naturelles telles que le sable. Donc je vous invite à retrouver la vidéo juste ici, et puis voilà. J'attends quelques temps avant que vous cliquiez sur cette fiche pour regarder la vidéo et ensuite arriver sur celle-ci. Ah oui, une chose, et ne soyez pas surpris si j'ai des vêtements différents pendant la vidéo, c'est que j'ai tourné un autre jour que celui-ci. Voilà, allez, à tout à l'heure. Ok, c'est bon. Bon, c'est bien beau de critiquer un matériau qui occupe 2/3 de toutes les constructions dans le monde et qui est aujourd'hui au cœur des formations et des constructions contemporaines, mais alors pourquoi? D'après ce graphique, on constate une nette augmentation de la demande de ciment de 1970 à 2013, et aujourd'hui la production et la demande est toujours trop importante, alors que ce matériau contribue massivement à la destruction de l'environnement et au réchauffement climatique. Mais alors pourquoi continuer de produire et d'utiliser ce matériau? Est-ce que c'est une raison surtout économique? Ou alors on a connaissance principalement de ce matériau pour la construction, voire même seulement de ce matériau, et on le considère comme indispensable pour la construction de nos maisons, ou alors de plus grandes bâtisses ou infrastructures? Je ne sais pas vraiment aujourd'hui la vraie raison, mais j'ai décidé de me pencher surtout sur la question suivante qui va nous permettre d'éclaircir un peu le sujet. Vous l'avez sans doute compris par rapport au titre, mais existe-t-il des matériaux et ou techniques de construction écologique qui remplaceront le béton? Allez, je lance la petite musique épique. Pour cela, je suis allé à la rencontre d'une scope de construction du nom de Ecopaille proche de Vannes, qui est construit principalement en ossature bois et isolation paille, vous allez en savoir un petit peu plus dans la vidéo, ainsi que chez plusieurs habitants de la région qui ont construit leur maison principalement de manière écologique. Ils répondront à quelques-unes de mes questions et partageront leur expérience de vie dans leur maison, certains y vivent depuis près de 10 ans. Nous allons ainsi en savoir un peu plus sur la possibilité de construire des infrastructures plus ou moins grandes de manière écologique, voire même quasiment 100% de manière écologique. Savoir si ces méthodes et matériaux peuvent faire face au tout béton. Et je commence à prendre la voix grave. Est-ce que ces idées reçues que nous portons sur ces maisons construites en bois et en paille sont vraies? Nous allons commencer à découvrir ça dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Je commence par me rendre à Ecopaille. Bon, là je suis actuellement dans l'atelier d'Ecopaille. Ils sont pas beaucoup aujourd'hui, hein. Ils sont 2, 3, 4 personnes. Normalement ils sont 15. Là ils sont actuellement en train de fabriquer tout ce qui est la structure avec l'isolation. Nous allons revenir dans l'atelier juste après, mais pour le moment je vais me rendre auprès d'un des fondateurs de cette scope, Sébastien Chamouroy, pour répondre à quelques-unes de mes questions que vous posez aussi probablement, car c'est vrai que construire de cette manière n'est pas encore très commune et nous amène à de multiples questions. Concernant la solidité des matériaux, leur performance, leur efficacité sur la durée, le coût financier, et aussi savoir en quoi ces matériaux sont écologiques pour la construction. Tout cela comparé à la construction béton, évidemment, que nous retrouvons tout autour de nous aujourd'hui. Parlons d'abord des avantages. On est l'un des premiers producteurs de blé européen, qu'on produit de la paille très peu utilisée, pas trop en Bretagne, mais dans le reste de la France, on produit énormément de paille, qui est un déchet agricole en fait. C'est aussi une bonne résistance thermique. On a un isolant qui fait un mur passif directement en une fois, en une couche. Ok. Comparé aux autres techniques où on va toujours multiplier des surcouches, des surcouches, des surcouches. Ouais. Là on va avoir juste un isolant qui le fait en une fois. Et le petit point historique. En France, la première maison en ossature bois isolée en bottes de paille a été construite en 1920 dans la ville de Montargis. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Construite par un ingénieur du nom d'Émile Feuillette, cette maison prit son nom, la maison Feuillette. Et plus étonnant encore, aujourd'hui elle est en bon état et même occupée par des habitants. Dès le départ, on s'est rendu compte que c'était une maison particulière. Nous l'avons beaucoup appréciée de par son confort que je ne retrouverai jamais ailleurs, je l'ai dit tout de suite. En 2013, elle devient le Centre national de la construction paille. Pour préserver ce patrimoine, elle est le symbole de la durabilité de la construction paille. Et dans le monde, la première maison construite en paille a été réalisée au Nebraska, aux États-Unis, avec une technique de construction plutôt différente. Au Nebraska, c'est en 1886 que les premières maisons en paille sont apparues. Donc ils n'avaient pas utilisé d'ailleurs les ossatures bois en structure porteuse, c'était directement la paille qui était utilisée en mur porteur. Et ils ont appelé d'ailleurs cette technique dans ces années-là la technique Nebraska. Ouais, je vous avoue que j'étais aussi étonné que la paille soit porteuse, mais on continue d'en apprendre. Bon, maintenant, si nous voyons à l'échelle d'une ville, est-ce qu'il est possible de construire de plus grands bâtiments qu'une maison? Oui, on peut faire des ouvrages, le matériau paille ne n'empêche pas de faire des ouvrages conséquents. Vous avez déjà construit plus d'un étage? On a déjà construit plus d'un étage. Pour nous, la scope, on a construit déjà un R+2, avec 2 étages. Pour le moment, en France, on est sur un R+7. D'accord. Le maximum qui a été fait en paille. On est là principalement sur ce qu'on appelle du caillage, donc c'est des murs massifs en bois qui s'empilent les uns sur les autres, et on vient rapporter des caissons isolés en bottes de paille dessus. Et du coup, c'est des modules qu'on vient piler
les uns sur les autres. Il y a un R+15 qui est en programmation dans le sud de la France. Et ce n'est pas fini. Voici qu'en Norvège, la plus haute tour en bois au monde a été inaugurée en mars 2019. Mjøstårnet. Merci Google. Je t'en prie. Haute de plus de 85 mètres, est une première grande avancée et une véritable inspiration dans le domaine de la construction de bâtiments faits de manière écologique. This building is important because it serves as a new benchmark for others who are considering building tall buildings. Timber high-rise is the future. Bon, franchement, on dirait pas des gigantesques caplets empilés? Tu connais, non? Enfin, plus sérieusement, cela nous montre encore une chose de manière concrète. C'est possible. Venons-en aux idées reçues. On peut imaginer que ça prend vite feu quand même, non? Bon, sans doute l'une des plus grandes idées reçues que l'on se fait sur le sujet. Vous en faites pas, je me faisais la même aussi. Dans l'émission, on n'est pas que des cobayes qui réalisent de nombreuses expériences scientifiques pour démystifier ou confirmer des croyances populaires. Ils ont tenté de prouver dans un centre d'entraînement de sapeurs-pompiers si oui ou non une maison en paille résiste au feu. Et le résultat est plutôt surprenant. De Daumont, Vincent et Eddy s'intéressent à notre caméra thermique. Le rouge correspond à la température la plus chaude et le bleu au plus froid. Et regardez, depuis plus de 30 minutes, la maison brûle et notre isolation en paille colorée ici en bleu marine a la même couleur que l'extérieur et ne va pas changer. Bon, évidemment, on se pose la question, mais pourquoi ça réagit comme ça? Et Sébastien Chemouroy nous l'explique. Tant que la botte de paille est mise à une certaine densité, on a très peu d'oxygène dedans. On va avoir une combustion qui va se faire. C'est un matériau inflammable dans tous les cas, mais on va pas avoir quelque chose qui va s'enflammer directement. Bon, ok pour la résistance au feu, je vous avoue j'étais déjà surpris, mais ça fait sens finalement. Mais est-ce que ça résiste à des intempéries comme, je sais pas, par exemple des séismes, ou alors des grosses bourrasques de vent, comme cette vraie description scientifique des 3 petits cochons? Ça résiste ou pas? Un matériau bois, il est tout aussi résistant. Il est calculé et dimensionné pour faire un R+7. On va mettre les éléments bois qui vont faire le contreventement, la stabilité, tenir entre autres au sismique. Un élément bois est plus souple qu'un élément béton, donc il va mieux tenir au sismique qu'un élément béton. Dès que ça va vibrer, un élément béton qui est tout dur, il va avoir tendance à se coucher. Alors qu'un élément bois, il va être flexible, donc il va mieux résister au sismique que du béton. D'accord. Lors du drame survenu sur la côte pacifique du Japon le 11 mars 2011, suite à un séisme de magnitude 9 à l'échelle de Richter, des spécialistes du bâtiment et du génie civil constatent que les constructions ont plutôt bien résisté. Dans cet article de 20 minutes, un ingénieur de construction bois répond à cela avec des arguments plutôt révélateurs au sujet des matériaux de construction et de leur résistance à ce type de catastrophe. Dans ce pays, à peu près 50% des constructions résidentielles sont en bois. C'est moins que les États-Unis, 90%, mais beaucoup plus que la France, 10%. Or, ce matériau résiste mieux aux tremblements de terre que le béton. C'est vrai, le Japon est en partie connu pour être très touché par des séismes quelquefois très puissants. Mais pourtant, ce pays concentre beaucoup de bâtiments construits en bois. Par exemple, ses grands temples construits majoritairement en bois. Cet article de Science et Avenir explique que la construction de ces temples, appelés pagodes, était déjà pensée il y a des siècles pour résister aux séismes aussi puissants qu'ils ont pu être depuis le 7e siècle. Voire même peut-être plus tôt encore. Exemple, avec la pagode en bois du temple de Horyoji, toujours debout aujourd'hui. Bon, de retour dans l'atelier, ils étaient sur le chantier d'une école élémentaire, ils le sont d'ailleurs probablement toujours, parce que ça met du temps, ils étaient au départ de l'assemblage, tout se fait dans l'atelier. Je me suis dit que c'était intéressant d'aller au plus près des personnes qui travaillent, leur poser quelques questions pour savoir ce qu'ils font exactement, et en même temps, pourquoi ils ont décidé de rentrer dans cette méthode de construction, parce qu'ils ont un passé dans le béton, et aujourd'hui ils ont décidé de rentrer là-dedans pour découvrir. Qu'est-ce qui a fait ça? J'ai posé des questions à 2 d'entre eux, et j'ai trouvé leur retour intéressant. Me voici avec Olivier, on aimerait savoir qu'est-ce que tu fais dans cette partie de l'atelier. Alors écoute, moi, sur montage mur, Ouais. donc tout ce qui est façade, pignon, on fait déjà sur table si tu veux. Mur donc construit en ossature bois. D'ailleurs, les principales essences de bois utilisées dans la construction sont le mélèze, le douglas et le pin du Nord. Ecopaille utilise essentiellement du douglas pour la construction en cours de l'école. Le choix de ce matériau pour Ecopaille est surtout pour la proximité, produit en partie dans le Massif central. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de passer dans la construction Je suis menuisier de métier si tu veux. D'accord. Et j'ai arrêté complètement la menuiserie parce que j'étais en aluminium et en acier. J'ai fait pas mal de soudure. J'avais complètement envie de changer et voir l'ossature bois et tout ce qui touche les économies d'énergie en fait. Les murs, là, comme on peut les voir, ils sont juste au fond. C'est quand même haut, quoi. Du coup, il y a la partie donc des murs qui est ici. S'occupe actuellement aussi de faire donc la partie toit donc de l'école élémentaire. Là, nous avons Damien derrière qui s'occupe de faire le coffrage et dans laquelle justement vont être accueillis de la paille. Et pour ce qui est de la paille, donc il y a Vincent et Philippe qui sont donc là-bas actuellement avec donc tout le stockage de la paille qui est là-bas. Tout est stocké donc dans l'atelier pour ensuite justement être accueilli dans les coffrets qui ont été faits par Damien
juste. Vous êtes deux dans cette partie. Ouais. Donc t'es avec Vincent. Vincent s'occupe de quoi? Moi j'isole les caissons et Vincent prépare les bottes pour avoir à peu près la bonne dimension. Parce que c'est sur mesure, c'est-à-dire que là, effectivement, comme tu disais, c'est que tu t'occupes d'outils qui te permettent justement d'insérer. Ils ont d'ailleurs créé eux-mêmes quelques outils avec les moyens du bord, j'ai trouvé ça cool, et ça a l'air de faire le taf en plus. Et ça c'est quoi du coup, ce qui est ici là? Ça c'est de la laine de bois. La laine de bois, d'accord. Parce que ça c'est une contrainte de la paille. Quand j'ai un espace comme ça, qui est un peu bâtard, entre centimètres, quelque chose comme ça, je suis obligé de compenser avec autre chose. D'accord. Et donc c'est donc la fibre de bois qui est de ici, que tu rajoutes en plus. Voilà. Moi je mets des plaques d'agépan. Donc ça c'est les panneaux qui vont fermer le caisson et contreventer aussi pour éviter les déformations. D'accord. Par-dessus on met du pare-pluie. Donc c'est le... Pour étanchéiser du coup, d'accord. Le papier bleu. Le processus ici c'est vraiment ça. Isolation, ferme, étanchéité. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à Ecopaille, que tu es passé dans cette méthode de construction? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a mon passé professionnel. On va dire que moi j'ai commencé la charpente il y a 15 ans à peu près. J'étais déjà dans une entreprise d'ossature bois avec une vraie hiérarchie, un système très pyramidal, des décisions qui sont prises d'en haut. Et ça me convenait plus du tout en fait. Et à Ecopaille, il y a cet esprit de famille entre nous parce qu'il n'y a pas vraiment une vraie hiérarchie qui est pesante. Voilà. C'est vraiment ça. Pour vous dire, chaque coffrage qu'on voit, la taille des coffrages correspond à une rangée ici. Donc là, si on compte quasiment le tout, ça fait quasiment genre près de 40 coffrages à faire dans tout le chantier, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont fait 7 paliers de toit et il doit en avoir à peu près 40 à faire. Donc évidemment, tout ne sera pas stocké dans l'atelier. Ils préfabriquent donc tout dans l'atelier pour ensuite l'apporter sur le chantier. Mais alors, en quoi ces matériaux sont écologiques? On est sur un matériau qui absorbe plus de CO2 qu'il en émet. Donc quand la plante va pousser, elle va capter le CO2 pour pousser cette plante. Et après on va venir couper, récupérer le grain d'un côté. Nous on va récupérer la paille pour le mettre en isolation. L'énergie qu'on dépense pour pouvoir transformer cette paille en botte, on consomme du tracteur et de la botteleuse et autres pour pouvoir le compacter, par rapport au CO2 qu'elle a capté à sa croissance, ça s'équilibre. On a un bilan carbone de CO2 de 0, on dépense aucune énergie. Donc on produit un matériau qui consomme pas de CO2. D'accord. Par rapport à un béton qui, lui, on va l'extraire, on va venir le chauffer pour pouvoir produire du ciment et après on va le mettre en œuvre. C'est un matériau en plus, une fois qu'il a fini son cycle de vie, le jour où on décide de détruire un bâtiment, on prend le matériau il retourne à la terre. Un béton, c'est artificialisé, voilà, pas... on est obligé de le casser, le broyer, dépenser de l'énergie pour pouvoir le rassimiler à la terre. Enfin, c'est vraiment deux principes totalement différents. On est sur un cycle vertueux d'un côté. On va en plus nourrir la terre avec un matériau qui va composter, donc réalimenter la terre. Et de l'autre côté, on va juste produire un déchet. Bon, on ressort d'Ecopaille finalement avec pas mal d'éléments intéressants et des choses auxquelles je ne pensais vraiment pas sur le sujet, par exemple, de la résistance au feu, mais finalement ça fait sens. Et puis même des nouvelles idées reçues sur la résistance aux intempéries, etc. Et qu'on peut construire des grands bâtiments en paille et avec d'autres matériaux écologiques. Et là, ce que fait Ecopaille surtout, comme on a pu voir, c'est vraiment l'ossature bois en guise de structure porteuse et l'isolation paille. Et il existe encore plein de petites astuces de construction super intéressantes justement pour minimiser son empreinte carbone. Et d'ailleurs pour cela, là j'ai décidé de continuer mon cheminement de recherche sur la construction écologique en allant voir cette fois-ci les habitants, certains qui ont construit leur maison complètement de manière écologique et d'autres qui ont employé d'autres méthodes que vous allez voir juste après. À commencer par Thierry et Virginie qui ont construit leur maison de leurs mains depuis près de 10 ans maintenant avec des matériaux écologiques, certains qu'on retrouve d'ailleurs chez Ecopaille avec l'ossature bois et l'isolation paille et encore d'autres matériaux qu'ils ont utilisés, mais c'est assez ouf, ils ont vraiment construit leur maison des fondations jusqu'au toit de manière écologique. Mais on va en savoir un petit peu plus auprès d'eux. On a des matériaux qui sont issus de la nature à 90%. Quoi. Mais alors vous pouvez dire comment c'est fait, avec quels matériaux exactement ça a été fait? On va commencer par les fondations. Pour construire une maison, il faut tomber sur du dur. On a creusé comme je t'avais dit tout à l'heure, et ensuite, il y a un trou, il faut qu'on le remplisse de gros cailloux jusqu'à des petits cailloux pour stabiliser, pour que le sol soit bien dur quand même. Ouais, on a fait une dalle en terre avec un mélange de fibres, parce qu'il faut fibrer pour pas que ça s'issure. De la paille et du chaume. Avec de la paille et du chaume qu'on a récupéré. Le chaume, c'est un matériau qui est super quand on mélange avec de la terre,
parce que ça fait une dalle un peu respirante et puis aérée, quoi. Oui. Grâce à la terre, on a une inertie dans cette maison qui est fantastique. On avait fait nos murs de fondation, on a préparé des ossature bois et on a mis des ballots de paille entre chaque ossature bois. D'accord. Et pour l'enduit, vous avez enduit comment? Il y a une première couche avec de la terre, Oui. de la paille fibrée, un peu D'accord. de sable, un peu de chaux. Intérieur-extérieur. Voilà. Sur, Une très grosse couche pour ouais. déjà rétablir un peu les niveaux. Ouais. Ça se Et fait. donner de l'inertie. Donc intérieur. Parce que la paille, c'est un très bon isolant, mais ça garde pas la chaleur. Donc quand on fait une construction paille, l'idéal c'est de lui donner de l'inertie pour que justement quand on chauffe, les murs rayonnent. On a une maison qui respire donc au sol, et au mur. Et au mur. On a une grande surface vitrée en plus. En plus, il faut savoir qui qu'il y a laisse une surface rentrer vitrée. la lumière naturelle. Ouais. Ça laisse passer aussi. Et ça peut laisser passer le froid. Et le froid. Même si c'est du double vitrage. Le toit, c'est du mélèze. C'est pas des bardeaux de mélèze, c'est des planches de mélèze qu'on a. D'accord. On a voulu faire ça parce qu'on aime bien le bois. Le bois, c'est un isolant. Ça fait une épaisseur de combien? 2 cm les bardeaux? De 3 cm. Il y a plusieurs recouvrements. Et donc on a une isolation déjà, rien qu'avec ces planches de mélèze. Et donc en plus, donc c'est respirant. Toutes les énergies traversent bien la maison. Il faut un échange. C'est important dans une maison pour qu'il lui faut un échange, quoi, un échange entre l'intérieur et l'extérieur, une régulation qui se fait naturellement. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là, je tiens à le dire, là, on est au mois de février. Bon, les températures de saison ne sont pas trop. Non, il fait pas trop froid. Voilà, il fait pas très froid, mais pour le coup, à l'intérieur, par contre, on a vraiment une différence de température qui fait que c'est agréable. Et c'est pas chauffé. Voilà, c'est pas chauffé en plus. La maison est plutôt grande quand même, enfin tout est le ouvert. volume Et du coup, par expérience, une maison plutôt grande faite avec des matériaux type du béton, de cette superficie-là en tout cas, aura tendance à être plus froide. Aura tendance à être plus froide si on met pas de chauffage et ou d'autres. surtout quand on a un temps qui est quand même assez humide, voilà, là on sent pas d'humidité. Il n'y a pas d'humidité. Pour découvrir concrètement la capacité pour un mur en terre d'absorber la chaleur et la restituer ensuite grâce à une source naturelle telle que le soleil, je suis allé avec Thierry dans la serre de leur jardin, fabriquée avec un mur de terre, ossature bois et une bâche en plastique. Ah ouais. Et ça c'est... Tu touches le mur, tu verras, il est légèrement tiède. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est assez curieux. En fait, tu as une régulation, mais comme on disait, hein, c'est de la chaleur douce. Donc ça restitue la... On a eu un peu de soleil ce matin, le mur a accumulé la chaleur et la restitue. Et donc là aussi, c'était aussi stratégiquement fait. Là, on est orientation nord, c'est ça? Ouais. Donc au soleil qui se lève l'est est là-bas, l'ouest. Donc on a le soleil qui passe tout au-dessus, constant. Quoi. Ouais, la journée et la nuit après. Et la nuit, si ça, tu vois, on a une température. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est. Voilà. En fait, par rapport à la température extérieure, c'est assez. Étonnant de sentir. Ouais, parce que là, il n'y a plus du tout de, tu vois, il y a plus du tout de soleil. C'est pas brûlant, hein, mais. Bon, je trouvais ça déjà assez fou de ressentir cet écart de température entre l'extérieur et l'intérieur avec comme seule source chauffante le soleil, par l'intermédiaire de ces murs qui agissent comme des chauffages naturels. Mais ce n'est pas la seule source chauffante que Virginie et Thierry utilisent dans leur maison. Bah oui, si jamais le soleil se cache derrière un nuage par exemple. Ils ont un poêle à bois installé dans leur salon qui est d'ailleurs la seule source chauffante pour toute la maison. Et il n'a pas été positionné ici par hasard. Là où est placé le poêle, on a la salle de bain qui est derrière. En plus, il y a un mur de briques crues qu'on a fait nous-mêmes. Qui permet d'accumuler la chaleur. D'accord. Il la restitue. Donc qui est juste derrière le poêle, donc ça accumule la chaleur. Ok. Et ça restitue dans la salle de bain qui est juste derrière. La chaleur. Donc le sèche-serviette, c'est juste un. Ah, il est juste derrière. Bah ouais, c'est juste un sèche-serviette en bambou et les serviettes. On est jusqu'au bout. Voilà. Mais ça c'est un petit truc tout simple, mais encore faut-il y penser. En fait, il faut penser à construire aussi. Je veux dire, de manière stratégique. Une logique, c'est une logique. Quand on habite dans une maison en béton, ce qui était notre cas avant, on se chauffait déjà au bois, avec un poêle à bois uniquement. Mais en fait, on en avait un peu marre, c'est que les murs étaient tout en froid. C'était tout en froid, le sol aussi, c'était froid. Ouais. Donc à un moment donné, on consomme du bois. Mais c'est difficile, quoi. La maison, ça stocke rien, une maison en béton. Ici, c'est tout le contraire. Dès qu'on chauffe un tout petit peu, ça rayonne de partout, ça rayonne du sol. Et donc, on a le sentiment de moins coupé d'arbres. Et puis nous, on est mieux. Ce que je trouve intéressant, c'est finalement de donner cette vision globale sur les choses, sur ce que l'on fait, nos actions. Et ils ont finalement essayé de réfléchir stratégiquement à leur conception de la maison, des performances par rapport à la disposition des fondations et des pièces dans la maison, l'impact sur l'environnement, mais aussi sur leur santé, en privilégiant des matériaux naturels et sains, tout en respectant leurs contraintes budgétaires. Et d'ailleurs, combien coûte la construction d'une maison comme celle-ci? Tous les matériaux
les fondations et tout ça, plus le poêle là, qui est Ouais, quand même un temps. gros investissement, il a coûté à peu près dans les 4 000 euros. D'accord. Ça nous est revenu à 60 000 euros. 60 000 euros à l'époque. 60 000 il y a euros 10 ans. total. Si tu réduis à 60 000 euros, tu vois, ça fait pas grand-chose au Ça mètre fait carré. pas... Oui, non, mais bien sûr. Sachant qu'ils ont construit il y a 10 ans, entre-temps les prix ont dû probablement changer. Ils ont aussi construit eux-mêmes leur maison avec des matériaux locaux, comme la terre d'ailleurs qu'ils ont récoltée dans leur jardin, la paille chez un agriculteur proche de leur maison, et le bois, du Douglas, dans une scierie pas très loin de chez eux. Pendant ces 10 ans, il me semblait intéressant de savoir si cette maison avait rencontré des problèmes, et si oui, pourquoi. Juste le pignon ouest. Ouais. Et là, on s'est aperçu qu'au bout de quelques années, on avait des problèmes sur les murs. On commençait à avoir des fissures, infiltration d'eau par en dessous. Donc là, après, on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose, et on a décidé de faire un bardage. Bardage en bois. Un bardage en bois, ouais. C'est lié à notre région, on a beaucoup de pluie, beaucoup de vent, et particulièrement côté ouest. Ça, c'est un truc qu'il faut faire impérativement, c'est protéger tout ce qui est soumis aux grosses intempéries comme ça. De telle façon à protéger les animaux qui sont derrière. Puis la paille, parce que la paille, la paille, surtout. si ça prend l'eau, ça finit par moisir. Ouais. C'est difficile par exemple, d'isolation de paille qui a pourri, qui a pris l'eau, donc il faut casser le mur. Il faut casser le mur, mais il faut refaire, mais on n'a rien cassé. Ok. On avait bien laissé sécher, c'était pendant l'été, ou le printemps, je sais plus. Ouais, et puis après on a fait le bardage. Ça posait aucun problème. Tout avait bien séché. Bon, c'était pas une catastrophe non plus, hein, mais à la longue, si on avait laissé, je pense qu'on aurait eu des grosses fissures. D'accord. Bon, et puis je voulais revenir sur l'esthétisme de cette maison que je trouve quand même particulièrement belle, pas vous? Je vais faire l'avocat du diable un peu, mais c'est vrai que on peut dire que le béton, on peut le mouler un peu comme on veut, etc., aussi, comme on peut dire, etc. Mais j'arrive chez vous et je vois des sortes de fresques, Enfin, vous avez une conception, disons, au niveau de la maison qui est assez particulière, assez atypique et qui peut, en fait, prouver aussi qu'avec cette méthode de construction, on peut mouler un peu comme on souhaite notre maison. Déjà avec la paille, on peut déjà faire un peu ce qu'on veut comme forme. Par exemple, les niches, on les a creusées dans la paille. On a creusé dans la paille. Et puis après, avec les enduits aussi, alors là, on peut faire un peu on a ce un qu'on côté veut. un peu, Puis après, il y a les couleurs aussi. Donc, vous faites la peinture et tout ça, c'est donc avec des pigments naturels. Des pigments naturels, c'est donc du on peut peindre. Ah oui, ça oui. c'est un gros avantage. Ouais. Et puis on peut refaire, si ça te plaît pas, tu vois, si un jour on a envie de refaire, tu repasses un badigeon là, d'une autre couleur, aucun problème. Ce qui est super de faire sa propre maison, c'est la création. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est Et puis tu travailles avec tes mains, donc tu touches tous les murs. Il y a un contact. Il y a la construction, mais il y a aussi quelque chose entre le matériau que tu utilises et toi, tu vois, un contact. C'est là où on peut dire que vous avez créé une forme d'âme à cette maison. Tu laisses quelque chose et c'est une maison qui nous ressemble. Quoi. Je sens qu'il y a quelque chose, effectivement, dans la manière de décrire cette maison qui est fort. Et c'est remarquable. Ouais, on l'aime. Même au bout de 10 ans, on l'aime toujours. À la suite de cette découverte et du témoignage de ce couple, je pars maintenant à la rencontre de deux autres personnes, Yann et Maxime, charpentiers de profession, qui ont aussi utilisé des matériaux écologiques dans la construction de leur habitat, mais ont surtout la particularité d'être partis sur une bâtisse déjà existante. Salut Yann. Salut Alexandre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as fabriqué cette maison? On part sur une structure qui était déjà inhabitée et qui était déjà faite, on va dire, même s'il y avait beaucoup de travail à faire, parce qu'on a gardé finalement que les murs, un petit peu de bois bien sûr dans la maison, on a des poutres que vous pouvez voir peut-être au-dessus. On ne va pas impacter déjà les sols et on utilise finalement le moins de matériaux possible, quoi. Tout ce qu'on peut garder, on essaie de le garder. C'est tout ça en fait, c'est aussi essayer d'allier les matériaux d'origine avec tout ce qu'on peut garder, en tout cas le garder, parce que déjà financièrement ça apporte beaucoup et puis ensuite écologiquement c'est très bon. C'est vrai que la notion de seconde main peut aussi s'appliquer dans le cas des habitations. Et je trouve ça bien cette démarche qui peut effectivement se montrer écologique quelque part, comme l'explique Maxime. Salut Maxime. Salut Alexandre. On avait envie, c'était d'avoir une longère, parce que moi j'aime bien le bâti ancien. Pour moi c'est aussi un sens écologique de pouvoir rénover, de pouvoir réhabiliter des anciennes maisons, de pas les laisser pourrir. Nos ancêtres entre guillemets, ils ont bâti ça, ils ont mis de l'énergie. Alors peut-être beaucoup moins d'énergie grise que maintenant on peut l'utiliser pour le bâtiment, mais ils ont quand même mis de l'énergie, ils ont extrait de la pierre, ils ont investi le sol. Donc moi je trouvais ça quand même intelligent écologiquement de pouvoir se dire on va rénover. Pour l'isolation, Maxime a utilisé principalement de la laine de bois, comme chez Ecopaille, et m'a fait découvrir un autre type d'isolant, la ouate de cellulose, fait avec de vieux papiers recyclés, qui s'applique par insufflation dans la zone que nous souhaitons isoler. Les deux présentent de très bonnes capacités d'isolation thermique.
Par expérience dans le métier de charpentier, Maxime me fait part de la différence entre la capacité technique et durable entre de la laine minérale, donc traitée, et de la laine de bois. Pour avoir fait quelques rénovations, pour avoir démonté des endroits, des charpentes, etc., pour pouvoir refaire des renforts, il faut savoir qu'une laine minérale, une fois qu'elle a pris un peu d'humidité, elle a perdu 70% de sa capacité isolante. Comme tout type d'isolant, sauf que la laine de bois sèche. La sensation d'être dans une maison saine est réelle. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire ces maisons-là. On sait les faire. Alors qu'elles ont moins d'impact sur l'environnement, en tout cas aujourd'hui. Beaucoup moins. Et on sait les faire. Mais sauf qu'on n'a pas envie de les faire, ou je sais pas. Et c'est dingue parce que pourtant, ces maisons-là sont bien plus agréables, qui ont un impact écologique qui est 10 fois moindre. Et on le sait, on peut le vérifier. Donc, voilà. Bon bah finalement on sort de là avec pas mal d'informations. Je trouvais que c'était intéressant d'aller faire cette démarche, aller rencontrer une entreprise comme Ecopaille et aussi d'aller voir auprès d'habitants, de nous partager leur expérience de vie dans des maisons construites avec des matériaux écologiques, certains depuis déjà des années. Il manque peut-être encore des informations sur le sujet, c'est-à-dire dans les possibilités de construire avec d'autres matériaux ou même d'autres techniques, d'autres méthodes. J'essaye déjà de faire le tour à partir des rencontres que j'ai pu faire sur place. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, évidemment c'est fait pour ça. Mais c'est surtout voilà, de commencer à faire cette démarche, d'aller rencontrer des personnes du métier qui en plus avaient par expérience au départ, soit ils étaient dans le métier justement autour du matériau du béton, ou alors ils vivaient dans une maison en béton, et en fait d'apporter cette comparaison entre à la fois le béton et puis les matériaux écologiques. En fait, il n'y a pas de limite à justement cette réflexion écologique sur les choses, et elle peut avoir des bienfaits finalement à la fois sur l'environnement, sur leur santé, et aussi par toutes les performances, etc. Et aussi donc sur l'économie financière, on peut faire des belles bâtisses en plus. Et ce que j'ai trouvé aussi touchant finalement, c'est les personnes qui ont construit leur maison, et notamment Thierry et Virginie, qui ont façonné leur maison de leurs mains avec leurs enfants. C'est de décrire la maison comme... Enfin, ils donnent une âme à leur maison, il y a une forme de... Je sais pas comment je pourrais dire... Ils font corps en fait avec la maison, et ça j'ai trouvé ça vraiment fort. La manière dont ils ont de décrire leur maison, de savoir ce qu'ils ont fait dans leur maison, comment elle est faite. Donc voilà, c'est vraiment avoir fait ce tour. Et puis finalement, ça ouvre à plein d'autres questions intéressantes à côté, qui peuvent d'ailleurs même se lier avec ce qu'on fait sur la chaîne, c'est-à-dire l'urbex. Avec la question suivante par exemple, en cas d'abandon de bâtiments réalisés avec des matériaux écologiques, comment ceux-ci réagissent naturellement au fil du temps comparé à un bâtiment en béton? Ouverture aussi sur l'urbex. Et ça, on pourra en parler d'ailleurs peut-être dans une vidéo Urbex prochainement. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à remercier toutes les personnes qui étaient présentes dans la vidéo. Merci à Maxime, sa femme et son enfant pour leur hospitalité pendant ces 2 jours. Et Maxime qui m'a accompagné pendant tout le tournage, à la fois chez Ecopaille et chez les habitants. Donc merci à vous. Et puis je le redis d'ailleurs, parce que c'est lié à la vidéo précédente, on a ouvert les portes du collectif. Donc si vous êtes intéressé pour intégrer le collectif, n'hésitez surtout pas à déposer votre candidature sur cette adresse mail. Et puis ou sur nos réseaux sociaux, vous échangez avec nous. Et voilà, c'est toujours intéressant aussi d'échanger avec des personnes qui se posent des questions et puis partager aussi des informations. On a plein de choses à apprendre. Nous aussi, on a plein de choses à apprendre. On découvre au fur et à mesure. Là, je suis allé sur place. J'ai découvert plein de choses. J'espère que finalement, en retour, ça vous a plu aussi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. Vous serez au courant de quand sortiront les prochaines vidéos. Et en même temps, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est important. Mettez un petit pouce bleu aussi. Je dis plein de choses, hein. Mais mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!